Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léa Thomasin, cofondatrice de Hello Asso, la solution de paiement en ligne pour les associations. On aborde son parcours, son engagement associatif, le projet de Hello Asso et son utilité pour les 1,5 million d'associations en France. On parle également de SS, de business model, puisque vous verrez, celui d'Hello Asso est unique en son genre, et enfin de la Fondation des femmes, puisqu'elle en est l'une des cofondatrices. Un échange passionnant sur des sujets variés, encore jamais abordés sur le Pompon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Hop. Salut Léa. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Alors je m'appelle Léa Thomasin, j'ai 34 ans. Je suis cofondatrice et présidente de Hello Asso. Ouais. Je vis à Bordeaux depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Après avoir passé pas mal de temps en Bretagne, qui est un peu ma région d'adoption, en tout cas, sans être ma région d'origine. Ouais. Des études à Angers, un début de vie professionnelle à Paris et une arrivée à Bordeaux en 2013. Voilà, je suis très engagée dans le secteur associatif, au sens large. Ouais. Je l'ai été depuis que je suis assez jeune. Ça m'a un peu touchée au lycée. Ouais. Et voilà, et je suis aussi administratrice aujourd'hui de la Fondation des femmes et une des cofondatrices de cette belle structure. Très cool, on en reparlera. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire quoi ? J'étais assez intéressée par les sciences et l'invention. Ouais. Donc, j'aimais beaucoup faire de la construction, notamment de la construction en bois. Enfin, j'ai souvenir vraiment d'avoir passé beaucoup de temps et à construire des cabanes et à construire des objets. Ouais. Et j'aimais bien tout ce côté inventeur. Ouais. Donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose, quand j'étais toute petite, c'est le premier souvenir que j'ai de voilà, qu'est-ce que je ferais plus tard. Ok, énorme. Et justement, t'en as parlé. Alors, pour le coup, ce côté associatif et engagé, en tout cas, c'est arrivé au lycée. Comment la première graine s'est plantée, j'ai envie de dire ? Comment cette idée t'est venue au fil du temps, quoi, mais en tout cas au début ? Eh bien, c'est par un prof. Yes. C'était l'importance des bons profs. Non, mais l'importance des bons profs. Et je lui ai écrit il n'y a pas longtemps, là justement, un mail pour lui expliquer qu'il avait été quand même un point de départ hyper structurant de mon parcours. Ok. Et t'as répondu ? Ouais. Cool. Ouais, il m'a répondu et je pense qu'il a été il a été vraiment hyper ému. Et donc c'est en terminale, j'étais en terminale ES et premier cours sur le développement durable. Donc à ce moment-là, on est en 2004, donc c'est encore des sujets qui sont assez frais, qui sont assez peu partagés, bien qu'il y ait des écrits sur le sujet du développement durable qui datent de 1982, enfin en tout cas, mais ça a mis du temps à pénétrer comme idée. Ouais. Et là, il nous fait toute une session sur le développement durable. Et là, pour la première fois, je me dis, waouh, en fait, ça me parle. J'ai envie de faire ça. C'est vraiment une idée qui m'a touchée, de se dire, bah, tiens, on peut imaginer un modèle d'entreprise, de société qui soit soutenable avec la planète, avec des enjeux liés aux populations.
Donc, je dirais que ça a été le premier point. Avant, l'année précédente, j'avais déjà créé une asso quand j'étais en première. Enfin, en tout cas, j'avais rejoint une asso qui était une asso de fête, on va dire, à ce moment-là. On avait fait des opérations de solidarité pour les SDF. J'étais à Nantes à ce moment-là. En première, j'ai également en terminale, j'ai aussi travaillé sur des projets liés aux discriminations vis-à-vis des personnes homosexuelles, avec une association aussi. Et donc, petit à petit, tout ça, je dirais, au-delà d'être une activité de solidarité que je voyais à côté, je dirais, cet écho du développement durable m'a fait me dire, tiens, en fait, c'est quelque chose qui peut devenir un métier, c'est quelque chose qui peut devenir mon quotidien et pas simplement mon à côté. Et donc après, au moment de m'orienter vers des études, j'ai choisi une école de commerce et notamment celle que j'ai choisie avait une spécialité en économie sociale et solidaire. Donc c'était aussi dans cette voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que aux oraux et au concours d'école de commerce, j'ai été la question qu'on m'a posée, c'était c'est quoi le développement durable. Et donc là, autant dire que les évaluateurs donc qui étaient en face de moi ont été un petit peu surpris de ma connaissance, ma passion du sujet à ce moment-là, qui était encore assez peu développée, généralement. Et donc voilà, je dirais que je l'attribue vraiment à ce point de départ-là. Après beaucoup d'ennuis en école de commerce. Heureusement, avec là aussi beaucoup d'activités associatives, parce que c'est quand même un temps fort aussi de la vie associative, la vie étudiante. Mais sinon, effectivement, le marketing grande conso, où est-ce qu'on positionne les produits dans les linéaires, tout ça, ça m'est un petit peu passé au-dessus. Donc je me suis ennuyée jusqu'à ma spécialisation sur la gestion de l'économie sociale et solidaire. Où là, pour le coup, à nouveau, j'ai la deuxième révélation où je me suis dit, très bien, j'ai trouvé ma voie. Donc, et ça, c'était en 2009, à la fin de mes études. J'ai fait plusieurs expériences, stages en ONG. J'ai fait un petit détour par tout le domaine des droits de l'homme. Et donc j'ai travaillé en Asie pendant 1 an dans une ONG qui fait beaucoup de plaidoyer justement sur la question des droits de l'homme. Auprès de l'ONU et de l'ASEAN. Et donc nous, on était un peu une coalition d'une 70 organisations qui étaient partout en Asie. Et on recueillait un peu tout ce qu'elles nous remontaient du terrain pour ensuite en faire un plaidoyer dans ces organisations internationales. Super intéressant. Passionnant. Passionnant, énormément de travail, vraiment de rédaction, de beaucoup de rapports, de chercher à obtenir un maximum de signatures aussi d'organisation pour essayer d'avoir du poids. Et au final, un impact qui était tout relatif. Moi, j'avais le sentiment qu'on mettait énormément d'énergie et qu'en fait, on avait du mal à faire changer les choses. Parce que ça voulait dire faire changer des lois ou en tout cas essayer de les faire appliquer par des gouvernements qui n'étaient pas forcément, je dirais, très attentifs, en tout cas, à cette problématique. Et donc, on avait un temps de parole à l'ONU qui était de 3 minutes pour évoquer des sujets qui en méritaient beaucoup plus et qui ça ne se soldait pas nécessairement par une mobilisation très forte. J'imagine, il y a le terme frustration qui vient en tête, donc j'imagine que tu devais être assez frustrée de voir tout ça, mais il n'y a pas eu aussi du découragement et à un moment te dire, en fait, waouh, vu tous les efforts, et même je pense à ce moment-là, mais peut-être après aussi, vu tous les efforts associatifs, c'est vrai qu'on en parle souvent, et c'est top parce que je n'ai pas encore trop abordé le sujet des associations sur le pompon, donc je suis vraiment ravi de te recevoir. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas par moment se dire waouh, non mais en fait j'en peux plus, j'en fais tellement et ça bouge à peine quoi. Oui, si complètement. Et moi à ce moment-là, en fait, c'est ce que je me suis dit. Et j'étais un peu guidée par cette utopie, cette vision de dire ok, changer le monde quoi, et de chercher en fait du changement très systémique. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit small is beautiful. J'ai beaucoup plus cherché à voir comment je pouvais avoir un impact, peut-être plus petit mais plus immédiat. Et je pense que c'est ce que démontrent aujourd'hui beaucoup d'associations, parce qu'en fait on se dit la société ne change pas, ne bouge pas, et pourtant si. En fait, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est de Paul Éluard. Et je trouve que ça décrit vraiment bien ce qui se passe dans la vie associative aujourd'hui, où il y a plein d'initiatives sur le territoire qui ont un impact qui est hyper fort à leur échelle. Et donc, ça va toucher une dizaine, une centaine de personnes. Mais pour eux, je dirais c'est un changement de leur monde.
Et donc, c'est vrai que suite à cette expérience de plaidoyer droits de l'homme et tout, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faut que j'ai une action plus concrète, plus petite et un impact plus rapide qui correspondait aussi à ce à quoi j'aspirais. Et c'est là où je me suis tournée après vers l'entrepreneuriat social. Ok, génial. Ouais, l'expérience ça devait être assez incroyable en Asie pour le coup, passer un an sur place et faire tout ça. Waouh. Oui. Costaud. Et dans l'organisation où je travaillais, on était une trentaine, 27 nationalités. Donc c'était aussi une expérience de découvrir d'autres façons de travailler aussi. Culturellement, c'était un très grand apprentissage. Ouais, j'imagine. Alors, pour le coup, ça fait écho. Moi, je suis parti en Inde pendant 2 mois, justement, suivre une ONG qui faisait du tourisme communautaire. Pendant les années aussi d'école de commerce, pour le coup. Et c'est vrai que voir d'autres personnes fonctionner, pour le coup, là, en Inde, totalement différent de nous, on apprend aussi énormément humainement dans ces expériences-là. Oui, complètement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ensuite au Népal. J'ai voyagé pendant quasiment 2 mois là-bas. Génial. Je voulais me prouver que j'étais en capacité de me dépasser un peu physiquement, donc j'ai fait le tour des Annapurna. Ah oui. Donc qui est un trek qui monte à 5004 et j'ai fait 240 km à pied. Costaud. Et effectivement hyper enrichissant aussi. C'est clair, génial. Et donc quand tu reviens, pour le coup tu finis tes études tranquillement, c'est ça, ou tu es en master à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Je suis en master donc où je fais un double cursus en dernière année, donc avec mon école de commerce et une fac de sociaux. Donc sur un parcours développement, donc très axé économie sociale et solidaire. Là, c'est un master très professionnalisant dans le sens beaucoup d'interventions de structures associatives, de coopératives, de mutuelles. Donc c'est aussi et d'entrepreneurs sociaux. Donc là, c'est une découverte un petit peu de tout ce monde-là, je dirais de manière beaucoup plus concrète. Et je dirais après la théorie, de voir comment il y a des organisations qui mettent en place ces modes de gouvernance, qui se construisent, je dirais, autour d'une finalité sociale et pas l'inverse. Donc là, vraiment, j'en prends plein les yeux. Et suite à ce master, j'ai été à La Ruche, qui est un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat social, donc à Paris, qui depuis a essaimé aujourd'hui dans plusieurs villes en France, notamment à Bordeaux. Yes, on leur fait coucou pour le coup. Et donc là, et c'est le début de cette aventure de La Ruche. Donc c'est beaucoup de pionniers, je dirais, de l'entrepreneuriat social qui sont encore perçus un petit peu comme des illuminés à ce moment-là. En tout cas, de se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est pas complètement des assos et c'est pas des startups. Et là, ça a été une période très exaltante. J'ai eu l'occasion de travailler. Moi, je me suis beaucoup concentrée à ce moment-là, notamment dans le cadre de mon mémoire, sur comment justement le travail collaboratif et des espaces comme La Ruche pouvaient aider au changement d'échelle de ces entrepreneurs sociaux. Donc, j'ai eu l'occasion d'en interviewer, d'en rencontrer beaucoup. Et puis, c'est des histoires de vie, souvent des parcours qui sont assez fascinants. Et c'est là où j'ai pu rencontrer ceux qui sont devenus ensuite mes associés pour Helloasso. Donc ça a été une rencontre dans cet espace et avant d'être diplômée, donc avant la fin de mon stage, on avait créé Helloasso. Ok. Et alors à quel moment, parce que au-delà de travailler dans l'ESS pour le coup, là t'as entrepris, enfin pour le coup, à quel moment tu t'es dit en fait je vais lancer ma propre structure? Est-ce que c'est parce que tu avais une idée en tête qui n'existait pas encore, ou est-ce que c'était vraiment l'envie d'entreprendre et d'avoir une certaine liberté quoi? Alors c'était l'envie d'entreprendre, mais au sens où tu le décris c'était pas nécessairement de créer une entreprise, initialement c'était de créer un projet. Et au départ, donc en fait, moi j'avais rejoint une structure qui était à La Ruche, qui faisait des partenariats entre les entreprises et les associations, et dans lequel donc le fondateur de cette structure s'appelait Bruno, et est venu toquer à la porte un troisième larron donc, qui s'appelle Ismaël. Et on a commencé à réfléchir à un projet qui était autour du numérique, de se dire comment on peut utiliser le numérique pour donner de la visibilité aux assos, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec la publicité en ligne pour financer le secteur asso. Et initialement, on a commencé à réfléchir à un projet au sein de cette structure existante. Et donc, on a réfléchi sur le projet Mail for Good. C'était le nom précédent d'Helloasso. Donc, on s'est rebaptisé à mi-parcours.
Et en fait, assez rapidement, on a été assez emballé par l'idée. On s'est dit, il y a vraiment du souffle derrière. Et donc, c'est là où on s'est dit, on crée une structure à côté. Donc, je dirais que c'est avant tout une envie pour moi de lancer des projets qui avaient toujours été là. Et j'avais déjà lancé d'autres projets avant. Mais juste là, la rencontre avec ces personnes-là, la complémentarité aussi qu'on pouvait avoir. Je dirais les premiers retours qu'on pouvait avoir sur le projet nous ont intimé aussi de le structurer pour qu'il puisse se développer. Ouais, ok. Mais c'est génial de lancer au final un projet pour aider les assos. Enfin, en fait, et pas forcément une asso à part entière parmi d'autres assos. Enfin, voilà, c'est vraiment... et pourquoi avoir créé ce projet-là au final ? Parce que... Enfin, si, pourquoi ? Parce qu'après, j'envisage plein de trucs, mais je vais te laisser parler. Alors, la problématique, je dirais, c'était la question et du financement du secteur associatif, parce qu'on était quand même dans un contexte où petit à petit, et c'est le cas depuis maintenant quelques dizaines d'années, en fait, on a un désengagement du financement public, donc que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales qui financent beaucoup moins le secteur associatif, donc qui se voient contraints de chercher de nouvelles sources de financement, ce qu'on appelle l'hybridation des modèles au sein des associations. Donc ça peut passer par du mécénat, ça peut également passer par de la collecte auprès du grand public. Donc il y avait cette problématique de financement, ça c'était le premier point. Le deuxième point, et ça c'est quelque chose qui est un peu plus personnel, mais c'est je dirais le manque de visibilité du secteur associatif, et je dirais même un peu plus loin, qui est le manque de reconnaissance des personnes qui s'engagent dans le secteur associatif. Et ça c'est quelque chose qui, moi, m'a assez marqué et touchée, parce que je trouve que ça peut se symboliser dans la question tu fais quoi dans la vie ? Et qu'en fait ça va être de répondre avec ton job, voilà, qu'est-ce que tu as comme bagnole, et c'est ça qui constitue un petit peu l'échelle de valorisation, et je trouve que c'est tout à fait partial, et qu'au contraire peut y avoir des personnes qui vont être très très engagées dans le milieu associatif et qui n'en tirent pas du tout la reconnaissance qu'il et elle méritent, en tout cas à mon sens. Donc il y avait aussi cet enjeu de se dire comment on peut valoriser toutes ces associations et toutes les personnes qui s'y engagent, et la conviction après que le numérique allait ouvrir des nouvelles voies pour ça. Sur le financement, nous, je dirais la première intuition, en tout cas, qui nous a motivés, c'était la pub en ligne. Et vraiment, on s'est lancé comme Robin des Bois de la publicité sur Internet, en se disant, voilà, on va être malin, on va trouver un dispositif qui va permettre de capter une partie des revenus publicitaires et de les reverser aux associations, et du coup de permettre à toutes les personnes de pouvoir faire des dons gratuits, simplement en renforçant une exposition à la publicité d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'était en gros, tu arrives sur le site d'une association, tu mets de la pub d'entreprise, c'est ça, ou c'est vous Alors qui pas aviez tout à fait. En fait, on avait développé une application, donc Mail for Good, qui mettait donc dans chacun de tes emails une petite bannière en bas de tes mails. Donc c'était un peu la version solidaire du n'imprimez pas cet email, pensez à l'environnement. Sauf que là, tu avais je soutiens l'association Les Petits Riens grâce à la publicité ci-dessous, et en dessous il y avait juste un lien hypertexte de publicité. Et à chaque mail envoyé, ça générait à peu près 1 centime pour l'association. Donc voilà, notre claim à l'époque, c'était envoyer ces données. Mais on s'est vite heurté à beaucoup de difficultés, et d'un point de vue technique, puisque c'était une application qui se connectait au navigateur Internet. On l'avait développée pour Firefox Internet Explorer, avec les moyens du bord à l'époque, en termes de ressources techniques, donc avec des jeunes, des stagiaires, des apprentis. Et à ce moment-là, s'est lancé Chrome, et on n'avait pas développé l'application sur Chrome. Et Chrome s'est diffusé très très vite parmi la population. Et par ailleurs, je dirais d'un point de vue commercial, c'était le début de la publicité vidéo. Donc en fait, le lien hypertexte dans un mail, c'était pas un format qui intéressait les entreprises. Donc on a évolué après vers de la pub vidéo. Donc tu allais sur Mail for Good, tu regardais une vidéo publicitaire, ça générait 3 centimes pour ton association. Et là, on a beaucoup d'associations qui se sont inscrites, on a beaucoup de personnes qui venaient regarder des vidéos toute la journée. Et on s'est dit, ils passent beaucoup de temps sur notre site, est-ce qu'on leur mettrait pas également un module de paiement par carte bancaire pour faire un don, plutôt que de rester regarder des publicités pendant des heures, pouvoir donner 10 € à l'association. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer des outils de paiement.
Génial, on se rend compte que les gens restaient longtemps, puis au final... Oui, et puis on se disait, mais on n'était pas du tout, je dirais, prédestiné à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est pas... nous, on s'est lancé vraiment sur cette idée du don gratuit. Et petit à petit, en fait, une fois qu'on a lancé ce premier bouton de don pour les associations, on a identifié qu'il y avait un vrai besoin à cet endroit-là. Ouais. Et notamment parce que beaucoup d'associations ne faisaient pas encore du tout de collecte en ligne. On est vraiment, à ce moment-là, on est encore en 2011. Donc c'est le début. Je crois que la collecte en ligne, même pour les grosses ONG, c'est un peu moins de 5%. Donc en fait, c'est vraiment le tout départ. Ouais. Et toutes les petites et moyennes associations n'ont pas du tout les outils qui leur permettent de le faire. Et quand on a lancé ce module de don en ligne, je crois qu'en l'espace de je sais pas, 3 mois, il y a peut-être 500 assos qui sont inscrites. Et on a identifié à ce moment-là qu'on avait mis le doigt sur un vrai besoin pour elles. Et ensuite, on a accompagné, je dirais, toute cette évolution aussi de la collecte pour les associations. Ce que je te disais sur la partie financement public, il faut savoir aussi que, je dirais, début des années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, faire de la collecte auprès du grand public, c'est réservé à quelques très grandes assos qui ont un logo, une notoriété, qui ont la capacité de faire de la publicité, d'avoir des espaces dans la presse, de pouvoir envoyer sinon des courriers à des listes de personnes. Et en fait, après, avec la diffusion des outils numériques, ça a aussi rendu gratuit beaucoup de ces outils de communication, à commencer par l'email. Ça paraît tout bête, mais en fait, l'email, les réseaux sociaux qui en plus ont apporté cette capacité de partage, de pouvoir faire rayonner aussi des projets par cercle d'amis et de relations. Donc ça a complètement, bouleversé le paradigme de la collecte de fonds, et ça a permis de démocratiser aussi la collecte pour le plus grand nombre d'associations et même les petits projets. C'est ce qu'on a vu aussi avec le financement participatif, donc au crowdfunding. C'est même des petits projets, d'ailleurs pas que des associations, en fait, sont devenus en capacité de pouvoir faire des levées de fonds auprès des personnes de leur entourage et de créer cet effet boule de neige autour de leur projet. Donc après, ça a été une période vraiment très hyper intéressante de pouvoir accompagner ces mutations-là, et de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre d'acteurs associatifs aussi ces outils-là, et au-delà des outils, je dirais de les accompagner en termes de compétences, puisqu'on a très rapidement identifié que mettre à disposition des outils de collecte et une plateforme, ce ne serait pas suffisant, qu'il y avait vraiment une nécessité d'accompagner aussi cette transition numérique des associations, et qu'elles puissent s'en saisir et vraiment bénéficier du potentiel que ça représentait. Et on va en parler de toute cette partie formation, justement. Formidable. On va y arriver petit à petit. Moi, je me demande, au début de votre projet, les premières années, vous arrivez à gagner de l'argent avec tout ça ? Pas du tout. Ouais. non, pas parce du que tout. Il y a des choses importantes à dire aussi, je trouve. Quand on entreprend, il faut se rendre compte que il y a des choses prennent du temps. Et donc, comment toi et vous avez géré justement les premières années à ce niveau-là ? Oui. Et puis, en fait, surtout, excuse-moi de te recouper, surtout, c'est de se dire jusqu'à quand, en fait, j'y vais. Je suis passionné par ce que je fais, je me dis c'est utile, c'est génial, c'est super, bon je gagne toujours pas d'argent, mais ça va arriver. Et en fait jusqu'à quand tu te dis, parce que ça pourrait être totalement fou et attendre 15 ans et jamais gagner de l'argent, enfin j'exagère, mais voilà, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, et à un moment donné il faudrait quand même, on a une deadline quoi. Oui, alors en fait, donc, comme je te le disais au tout départ, la stratégie c'est essayons c'est vraiment nous ce qu'on dit, le premier euro gagné, c'est l'euro économisé. Donc on est dans une stratégie de réduction des coûts au maximum. Ouais. Donc concrètement, ça signifie aussi pour nous, on était 3 au départ, on ne s'est pas rémunéré. Je pense qu'il y en a un qui a dû se rémunérer la première année. Et sinon, moi, je cumulais avec quelques jours où je faisais un autre emploi à côté. Un de mes associés avait également son autre boîte à côté. Okay. Donc, on est un peu en mode système D, en fait, pour dégager du temps, pour pouvoir commencer à poser les premières briques du projet, et jusqu'à ce qu'on aille aussi vers l'obtention de financement. Donc ça, je dirais que ça va peut-être durer 1 an environ. Voilà, le temps aussi de mûrir l'idée, c'est un peu entre le départ de la structure et le premier service en tant que tel, où il s'est écoulé à peu près 1 an entre le moment où on s'est décidé et le moment où on s'est lancé. Après, on a pu bénéficier de prêts d'honneur.
Donc à l'époque, c'était Oseo, maintenant c'est la BPI. Donc il peut faire des prêts aussi avance remboursable en cas de succès, etc. Donc on a pu bénéficier de ces dispositifs-là. Et on a ensuite fait une première levée de fonds auprès de Business Angel. Okay. Donc ils sont des particuliers plutôt dans les réseaux Friends and Family, quoi. Ouais. Donc ça nous a permis de financer les 3 premières années. Okay. Avec vraiment cette logique, comme je le disais, de peu de coûts. Hein. Donc, et ce qui a été... si c'était à refaire, peut-être qu'on le ferait différemment, puisque à ce moment-là, notamment d'un point de vue technique, on avait des stagiaires, des apprentis, on n'avait pas une vraie compétence technique. Aucun de nous 3 ne maîtrisait le code informatique. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu problématique, mais on a trouvé... je dirais un peu avant cette levée, celui qui est devenu notre directeur technique, qui est encore là aujourd'hui, donc qui est arrivé en 2011, à la fin de l'année 2011. Ensuite, donc on s'est tourné vers des fonds, ce qu'on appelle d'impact investing. Donc à l'époque, il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, c'est vraiment en plein essor. Donc c'est des fonds d'investissement qui vont avoir un double regard. Donc aussi bien un regard sur la pérennité économique et la rentabilité de la structure, mais également un regard sur l'impact social ou environnemental. Donc ce qui les rend aussi, moins... un petit peu moins exigeant en termes de rentabilité par rapport à d'autres fonds qui vont regarder ça exclusivement. Et donc, on a ce fonds auprès de qui on a ensuite fait une levée en 2013 qui nous a permis là aussi de continuer à financer le développement. Là, on gagne, là concrètement, la boîte continue à perdre de l'argent. Hein. Ok. Oui. Et c'est pour ça, parfois, les entrepreneurs me disent, est-ce qu'il faut que je sois rentable en année 2 ? En fait, quand on est sur des projets qui, comme Helloasso, nécessitent un investissement en fait, hyper fort, avec, et aussi ça a une de nos particularités, mais nous, on a un modèle économique qui ne marche que s'il y a beaucoup de volume. Donc, on était quelque part tenu de et développer la plateforme et se développer d'un point de vue, justement, rayonnement et diffusion de la solution pour réunir un maximum d'utilisateurs pour qu'on ait un modèle économique qui soit viable. Et du coup, la viabilité, on l'a trouvée en 2017. Ok. Ah ouais. Avec 2017 est la première année à l'équilibre. Waouh. Ah ouais, costaud. Et comment tu l'as vécu ? Comment vous l'avez fait ? Au-delà de la date de 2017, mais en fait, je sais pas, ne pas être rentable. Alors, c'est assez... on ne se sentait pas singulier dans ce contexte-là. C'est assez classique, en fait, dans des structures comme Helloasso ou dans d'autres types de startups. C'est qu'on est dans une logique d'investissement. Donc, c'est-à-dire que en fait, l'enjeu est plutôt de continuer à se développer, à investir pour ensuite atteindre une taille qui va être suffisante pour assurer la viabilité du modèle. Et d'ailleurs, en 2017... une fois qu'on a atteint ce point d'équilibre, on est reparti dans une logique d'investissement. Donc, on a de nouveau connu ensuite 2 années très déficitaires avant de revenir à nouveau à l'équilibre. Donc, on a toujours ces cycles d'investissement qui sont à peu près de 2-3 ans et qui permettent généralement de pouvoir poser une stratégie, une thèse et en 2-3 ans d'essayer de la valider et de revenir ensuite à un point de... Ok, ça repasse dans le vert puis après, allez, c'est reparti, on repart sur des investissements. C'est un peu l'idée. En fait, c'est là aussi, c'est des choix, je dirais, de stratégie, de volonté aussi, d'ambition, d'entreprise. Mais c'est vrai que nous, on se rend compte qu'on n'a jamais fini, en fait, qu'il y a toujours des nouvelles choses où on est pertinent, où on sait qu'on peut les adresser. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a une communauté de 150 000 associations sur Helloasso. Elles nous font part de beaucoup de leurs besoins. On se dit qu'on a les compétences, le savoir-faire pour le faire, mais bon, pour y arriver, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire recruter davantage, ça veut dire faire grandir l'équipe et tout ça, ça s'équilibre, mais ça peut prendre effectivement un petit peu de temps, donc ça veut dire que ça fait des années ensuite d'investissement. Exactement. Et 150 000 assos, ça représente quand même 10%, c'est ça, je crois, du nombre d'associations en France. Ouais, c'est ça. 1,5 million. 1,5 million associations en France, avec beaucoup de création d'associations. Il y en a à peu près 70 000 par an. Donc en fait,
C'est énorme. Et il y en a beaucoup qui ferment ou pas pour le coup? Ouais. Un petit peu moins. On est quand même sur un solde qui est positif parce que je crois que c'est 30 ou 40 000 donc qui arrêtent chaque année, bien que c'est des chiffres qui sont assez flous parce que les associations qui arrêtent leur activité ne vont pas nécessairement se signaler. Donc en tout cas, c'est l'estimation à peu près. Et on le voit notamment dans le secteur culturel. Il y a beaucoup d'associations qui vont se créer autour de l'organisation de festivals, d'événements. Ça va durer une année, voire deux. Ça ne perdure pas forcément dans le temps. Donc il y a beaucoup, en tout cas, il y a de la vitalité dans ce secteur-là. Exactement. Et je trouve que c'est un signal qui est hyper positif aussi, encourageant de voir qu'il y a autant de création d'assos parce que ça reste un modèle qui permet de fédérer beaucoup de gens et qui entraîne aussi beaucoup de personnes. Donc, clairement. Ouais, et on en reparlera là aussi. Je trouve qu'il y a une âme dans les associations qui est hyper importante. J'ai envie de comprendre aussi comment, à chaque fois, vous avez réussi à scaler, donc à passer de petit à très gros, entre guillemets. Voilà. Parce que j'avais vu une de tes interventions à l'Élysée en 2014, où tu étais en train de dire face à M. Hollande, à l'époque, président Hollande, qu'il y avait 4000 associations sur Hello Asso. 7 ans plus tard, comme tu viens de le dire, vous êtes 150 000. En 15 mois, vous êtes passé de 15 à 80 salariés. Waouh, enfin, je me dis, c'est quand même costaud. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait et comment tu le vis aussi? Parce que pour le coup, passer de 4 000 à 150 000, on a un petit... Et puis, je me disais aussi au début, est-ce que tu connaissais toutes les assos? Enfin, au final, que d'accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu connais les 150 000 assos qui sont sur Hello Asso? Mais voilà, parce que j'imagine qu'il y a une relation aussi particulière avec toutes ces associations-là. Enfin, de ce que je ressens, c'est que c'est pas juste une plateforme pour les accompagner, et même on parlera des universités d'été aussi parce que c'est génial, c'est un lien vraiment que vous avez créé avec ces associations-là. Voilà, plein de questions, beaucoup de choses d'un coup. Les cadeaux. Et heureusement que je ne suis plus seule pour entretenir ce lien. Totalement, effectivement, au tout départ, même on n'avait pas encore de conditions générales en ligne, donc moi j'allais rencontrer toutes les associations. Donc je dirais, je pense que les 200, 300 premières, je les ai toutes rencontrées, quasiment. Avant qu'on se dise, tiens, ce serait quand même bien qu'on mette des conditions en ligne. Aujourd'hui, bien évidemment, ça nous a dépassé, en tout cas à titre individuel. Après, à titre collectif, on s'est organisé aussi pour pouvoir garder cette même... ce que tu décris, ce lien, cette proximité, c'est vrai qu'on se voit comme beaucoup plus qu'une plateforme. On souhaite être un partenaire des associations, être à leur côté. On l'a vu notamment là dans l'année qu'on a traversée. En fait, je pense qu'on a un rôle, on peut jouer aujourd'hui un rôle de soutien fort auprès du secteur associatif, ne serait-ce que par la mise en relation qu'on peut faire entre toutes les associations, par le fait de pouvoir entendre des bonnes pratiques d'une association, pouvoir les partager à d'autres, pouvoir voir, et on l'a vu là, il y en a certaines qui ont mis en place des choses hyper innovantes dans le contexte actuel pour réinventer leurs activités. Après, ça nous permet de faire des newsletters, de dire à toutes, regardez ce qu'en font d'autres. Donc, je pense qu'on a vraiment ce rôle de soutien et de partenaire du secteur asso. Et les termes de porte-parole aussi m'étaient venus à l'esprit. On en parlera. Avec envie ou par défaut, je ne sais pas, mais tu es devenu aussi porte-parole de toutes ces assos-là. Alors, pas que toi, mais il y a d'autres personnes, mais en partie via Hello Asso. C'est clair que, comme je te le disais, le point de départ, c'est qu'on souhaite vraiment contribuer à la valorisation de ce secteur, des personnes qui s'engagent, faire connaître les projets. Nous, on est assez bluffés de voir tout ce qui se passe et on a un rôle aujourd'hui un peu de tour de contrôle où on voit énormément de super projets associatifs. Donc, on a envie de le faire savoir. On a envie de le faire savoir avec plein d'autres acteurs aussi qui sont mobilisés dans cette mission-là. Donc, on essaye aussi de s'entourer, de faire ça dans des dynamiques collectives pour pouvoir faire connaître ce secteur et encourager le plus grand nombre de personnes à s'y engager. Parce qu'il faut savoir que la force vive et ce qui fait vivre les assos, c'est les citoyennes et les citoyens. Donc, que ce soit en donnant de leur temps, en participant à leurs actions, en donnant de l'argent. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire ce rôle de lien. Et plus on va être en capacité de valoriser aussi les acteurs associatifs, plus on pense que des personnes souhaiteront les rejoindre. En tout cas, ça nous semble une belle mission. Après, pour revenir sur le passage à l'échelle, il y a eu... Est-ce que ça me plaît? Oui, beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était une aventure, que c'est une aventure humaine et collective qui est absolument incroyable. En fait, et c'est ce que disait mon directeur technique, un jour, c'est une notion de destin commun.
où il se crée en fait quelque chose de très fort avec les personnes avec qui on vit ça. Et notamment, on est encore très nombreux, tous les historiques sont toujours là, quasiment à l'exception de mon associé qui a pris un peu plus de recul. Et en fait, quand on regarde en arrière dans le rétroviseur et qu'on voit le chemin qu'on a parcouru, c'est quand même assez... il y a quelque chose d'assez fascinant en fait de pouvoir faire ça. D'avoir réussi à le faire. Et après, nous, ça a été... on a beaucoup travaillé pour pas se cramer. C'est-à-dire que on avait autour de nous des exemples de ce qu'on appelle un peu l'hypercroissance, et c'est un peu ce qu'on a connu entre justement 2017-2019, où sur les 2 années, là, on a recruté à peu près 60 personnes, donc on est passé de 15 à 75 très, très rapidement. Et on voyait des exemples autour de nous, et même on nous avait sensibilisés en disant attention, voilà, ces phases d'accélération, vous allez faire plein de mauvais choix de recrutement, ça va faire de la casse, il y en a qui vont plus se reconnaître dans le projet, il va y avoir des départs, donc et ce qu'on voyait autour de nous nous disait bon, on entre dans une zone qui peut être une zone de turbulence. Et en fait on l'a adressé comme on fait à peu près tout, c'est-à-dire collectivement. En fait, nous, on a une très grande philosophie collective interne depuis le départ. On a mis en place dès 2015, à l'époque où on est 8, l'holacratie, donc un mode d'organisation qui est tiré de tout ce qui est entreprise libérée, mais qui vise un peu à redessiner voilà, les façons de s'organiser, de travailler dans des organisations humaines. Et donc qui sont très axés sur la responsabilisation de chacun et surtout le collectif, le collaboratif, etc. Donc c'est des choses qui nous ont beaucoup porté. Et donc là, quand on arrive en 2017 et qu'on se prépare à cette phase d'accélération, on s'est fait un séminaire d'1 journée qui s'appelait « Comment grandir sans perdre son âme ». Et vraiment parce que c'était une inquiétude pour voilà, les 15 personnes qui étaient là, c'était non mais tout va changer quoi, on va perdre qui on est, etc. Et donc ce travail, on l'a poursuivi après pendant quasiment 1 an et demi. Donc c'est des séminaires et on a toujours cette tradition, en fait on se réunit tous les 3 mois et on dédie toute la matinée à faire de la rétrospective, donc c'est-à-dire et en fait on a réussi à conserver, et encore aujourd'hui à 80, une liberté de parole, une très grande franchise, donc ce qui permet à chacun de pouvoir dire tout ce qui lui plaît, mais aussi ce qui lui plaît pas, pourquoi il est pas content. Et parfois des gens ils me disent mais en fait tu trouves pas ça dur à recevoir et tout. Et en fait non, moi je suis trop contente, même quand les personnes vont pouvoir évoquer des choses qui vont pas bien, parce que ça arrive aussi dans la vie de toute structure. À des moments il y a des temps qui sont un peu moins marrants quoi. Et moi je trouve que c'est une grande force, parce que tant qu'on s'en parle, tant qu'on le dit tous ensemble, je me dis en fait c'est qu'on a gagné, c'est qu'on a toujours cette confiance qui nous permet de nous dire en fait plus on va communiquer, plus on va réussir ensemble à inventer c'est quoi la suite et comment on y répond. Et donc ce qui fait qu'on a vraiment cette culture, je dirais, de l'itération en termes d'organisation, de toujours faire des rétrospectives, on en tire les enseignements, on change notre façon de fonctionner. Et ça, on peut le faire sur des cycles de 3 mois, du coup à peu près tous les 3 mois. Et à ce moment-là, donc on a travaillé à peu près pendant 1 an et demi sur comment pas perdre notre âme. Qui s'est ensuite donc on a beaucoup travaillé sur en fait c'est quoi déjà notre âme, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qu'on veut pas perdre. Et en fait on est parti d'une question, et c'est une démarche qui s'appelle en anglais ils disent l'appreciative inquiry, donc la démarche appréciative, et ça part du principe de dire qu'est-ce qu'on aime chez l'OASO, qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qui nous rend heureux. À partir de ça on a tout posé et on s'est dit ok, comment ça, au lieu d'être quelque part le haut de l'iceberg de ce qu'on distingue le plus, on en fait la nouvelle norme et on cherche à l'augmenter. Et donc comment on renforce ça? C'est génial. Ouais, c'est hyper intéressant, et du coup ça nous a fait poser plein de choses. On a travaillé sur ensuite quelles étaient les valeurs qui sous-tendaient ça, les valeurs de l'organisation. De toute façon, toutes les organisations ont une culture. À un moment, voilà, les exercices qu'on peut faire collectivement comme ça, c'est juste de mettre des mots dessus, de savoir la formaliser. À partir de ces valeurs, on a défini ensuite des principes de travail, quels étaient en fait les comportements qu'on attendait des uns des autres, qui s'inscrivaient dans ces valeurs-là. Et à chaque fois, pour les adopter, en fait, on a fait beaucoup de décisions par consensus. Donc, on travaille beaucoup. Il y a une méthode que j'aime bien, et ce qui était rigolo, c'est que
plus on avançait dans cette démarche, plus on était nombreux. Et donc, on a commencé à 15. Et je me rappelle, à la dernière session, je crois qu'on est déjà 40. Ouais. Et donc, en fait, plein de personnes sont arrivées et ont pu, du coup, participer à ça. Et ce qui, je pense, a fait une très, très grande force de l'organisation dans cette période-là. Et ce qui nous a permis, non seulement de grandir, mais... moi, je sais, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait passer un entretien et la personne me disait, OK, en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'être rivé sur les indicateurs. Et je disais, pas que, c'est les indicateurs et les valeurs. Et en fait, il faut vraiment qu'on tâche d'orienter nos actions par rapport à qui on est, à quoi on aspire, les valeurs de l'organisation. Et ça aussi, ça constitue un guide hyper important et un garde-fou aussi hyper important. Et après, aussi, les indicateurs, parce qu'on a aussi cette culture de l'efficacité et que accompagner 150 000 associations, c'est aussi très exigeant. Après, derrière, en termes de métier, parce qu'effectivement, ça change considérablement les choses. Hein, ça fait, là, on a... du coup, une équipe accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a pas loin de 20 personnes. Donc, qui vont accompagner les associations qui font un travail absolument incroyable. Quand tu dis accompagnement, elles font quoi Par téléphone, par email, par chat. Mais on a vraiment une ligne ouverte à tous nos utilisateurs qui peuvent nous appeler quand ils veulent. Et à qui on va consacrer autant de temps que nécessitent leurs besoins. On a aussi mis en place, après, pour gérer les associations qui sont un peu plus éloignées encore du numérique, des sessions de formation, donc qui peuvent être en ligne, qui peuvent être en présentiel aussi avec des partenaires. Là aussi, je sais plus, en très peu de temps, vous avez formé 8000 personnes. Enfin, je sais plus quelle était la durée. Ça, c'est pendant premier confinement. Ouais, c'est ça, ouais. Premier confinement, en très peu de temps. Là aussi, on s'est dit, et notamment toutes ces équipes, il faut savoir que du coup, chaque mois, nous, c'est entre 10 et 12 000 contacts avec les associations. Ouais. Donc, des associations qui vont nous contacter. On en a 5 000 qui arrivent tous les mois sur la plateforme. Ouais. Donc, ça représente énormément de contacts. Et là, quand il y a eu, mi-mars, l'annonce du confinement, on s'est tous dit à une réunion d'équipe, OK, première semaine, on écoute les besoins des associations. On prend le pouls de là où comment elles voient les choses, c'est quoi leurs besoins immédiats et comment on peut y répondre. Ouais. Et il n'y a pas de nom de principe. On essaie vraiment d'être à l'écoute des utilisateurs. Et c'est suite à ça où une semaine après, réunion d'équipe à nouveau tous ensemble, et là toute l'équipe accompagnement et l'équipe qui se charge aussi d'accueillir les assos sur la plateforme nous disent en fait les assos là elles sont en panique, ne serait-ce que pour continuer leur activité. Elles n'ont pas de documents partagés nécessairement, enfin en tout cas il y avait vraiment ce besoin d'équipement, de ce qu'on appelle le B.A.B.A, un petit peu des outils collaboratifs pour pouvoir continuer malgré la distance. Et donc on a mis en place cette formation, le B.A.B.A des outils collaboratifs pour pouvoir justement travailler à distance. Et à chaque session, on avait 400, 500 assos inscrites. Donc c'est effectivement, énorme. On l'a répliqué après. Et ensuite, on a été aussi sur d'autres sujets, notamment de collecte de fonds, puisqu'il y a eu à ce moment-là aussi beaucoup de collectes de solidarité, un petit peu d'urgence qui se sont mises en place. Ouais. Ok, hyper cool. Voilà, donc oui, effectivement, la formation, et on continue à en faire beaucoup. Après, on a aussi créé, je dirais, au-delà de tout ce qu'on peut faire en ligne, on a aussi créé un programme qui s'appelle les points d'appui au numérique associatif. Donc, on a lancé avec le mouvement associatif et la Fonda, avec pour objectif de faire de la formation de formateurs. Et les formateurs étant les acteurs de l'accompagnement associatif. Et il faut savoir qu'on a quand même un vaste tissu d'accompagnement à travers tout le territoire, que ce soit des fédérations qui vont accompagner les antennes, qui vont accompagner leurs membres. Ça peut être également des collectivités qui créent des maisons des associations, qui vont avoir des services dédiés à l'accompagnement associatif. Ça peut être aussi des caisses régionales d'économie sociale et solidaire. Enfin, en tout cas, il y a plein d'acteurs sur le territoire qui accompagnent les assos. Et en fait, en 2015 ou 2016, on a fait un tour de France et on a été faire 25 villes dans lesquelles on a fait de la formation au numérique sur les assos. À chaque fois, on était impressionnés parce qu'il y avait salle comble. Et là, on s'est dit, OK, en fait, il y a un vrai besoin, je dirais, d'avoir un plan d'accompagnement, de transformation aussi pour les associations, comme ça a pu se mettre en place dans plusieurs PME, dans plusieurs secteurs, mais sauf que les assos, elles sont un petit peu à côté de tout ça.
Et là, on revient de ce tour, on se dit, bon, de toute façon, nous, voilà, on est 20 ici, on est en incapacité complète de faire ça. Néanmoins, on peut essayer d'impulser une dynamique collective pour former tout un réseau qui est déjà existant, accompagner en tout cas leur montée en compétences sur le numérique avec d'autres acteurs. On l'a fait avec Voyageurs du numérique, avec Framasoft, pour essayer de créer ce premier niveau de sensibilisation et que les acteurs du territoire sont en capacité d'être ce qu'on appelle les aiguilleurs du net, c'est-à-dire au moins de pouvoir orienter l'association vers des compétences ou des outils qui allaient pouvoir lui être utiles. Et aujourd'hui, on a accompagné comme ça à peu près 400 acteurs sur le territoire. Donc on a un site qui s'appelle PANA qui permet de référencer tous ces acteurs et du coup pour les associations qu'elles puissent aussi identifier localement des personnes qui vont pouvoir les aider. Okay. Donc ça c'est une dimension qui est clé. Plus on avance, plus on voit à quel point y a une fracture numérique aussi dans le secteur associatif, puisque les premières associations à venir sur Hello Asso étaient peut-être celles qui étaient les plus appétentes ou les plus proches en tout cas de cette culture web. Et plus on avance, plus on touche aussi des publics qui en sont très éloignés parce qu'ils n'ont pas forcément eu aussi la vie professionnelle ou le contexte qui leur a permis de se former. Et ça, je pense que c'est un gros risque aujourd'hui. Parce que petit à petit en fait c'est de moins en moins une option d'investir ces outils-là et moi je pense que le numérique ça peut vraiment être un super pouvoir pour les acteurs de l'intérêt général, mais il faut vraiment accompagner en fait cette prise en main, et sinon le risque c'est un risque de pouvoir pas répondre à la mission du projet parce que quelque part les outils ont changé. Il y a un exemple moi, que je trouve intéressant sur le sujet, c'est il y a quelque temps il y avait des associations qui s'étaient mobilisées, des associations qui visent à défendre les droits des femmes et notamment le droit à l'IVG, parce que quand on tapait IVG dans Google, en fait les premiers sites qui remontaient étaient des sites de désinformation. Donc qui avaient été constitués par des groupes anti-IVG. Et en fait, pour les associations, d'un coup, sur leur mission de pouvoir éclairer les femmes sur leurs droits, leur donner des informations qui vont être factuelles et neutres sur ça, elles se retrouvent à pas jouer à armes égales, parce qu'en fait, elles savent pas maîtriser du référencement naturel, elles savent pas comment remonter en SEO. Donc on avait organisé à ce moment-là un peu ce qu'on avait appelé un webathon, qui était comment justement on essaie de renforcer les capacités des acteurs, de leur donner plus de compétences en numérique, parce que ça peut être clé dans la mission qu'elles se sont fixées. Et on voit, et typiquement toujours sur ce sujet des droits des femmes, il y a des outils, aujourd'hui il y a des chats en ligne pour les femmes qui sont victimes de violences, il y a des applications mobiles qui vont permettre en un clic de pouvoir prévenir qu'on est dans une situation de danger. Donc c'est aussi un outil, quand on s'en saisit, qui peut leur permettre d'apporter vraiment des nouvelles réponses, en fait, des nouveaux services pour leurs bénéficiaires. Donc d'où l'intérêt d'accompagner cette transformation, d'une part pour ne pas être laissé sur le bord de la route, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le voyais encore, des associations qui n'ont pas de compétences web et qui ont un site qui inspire les années 90, ça les pénalise dans la recherche de financement, ça les pénalise vis-à-vis de partenaires. Donc, et moi, je souhaite vraiment que l'accès au numérique et la compétence de créer du web notamment, se démocratise, et c'est un peu le sens, et c'est ce qu'on perçoit. Aujourd'hui, il existe tout un mouvement qui s'appelle le no-code, et petit à petit de se dire on peut s'emparer d'outils, en fait on n'a pas besoin de savoir coder, et c'est un peu ce qu'a fait WordPress avec les sites internet, et petit à petit qui se développe pour que ce soit rendu accessible au plus grand nombre et qu'il y ait moins ce frein-là. Donc on essaye aussi de populariser ces outils-là, et les assos après elles sont waouh, c'est trop bien. Notamment Canva. Canva, je sais que c'est un outil qui permet de faire des beaux visuels, mais pour plein d'assos, d'un coup, ça a été génial. Donc,
Ok, très cool. Il y a 2 sujets qui me viennent en tête à la fois. Bon, il y en aura plein d'autres encore, mais on est timé, je vais faire attention. Est-ce que déjà, Hello Asso, qu'est-ce que vous faites globalement, parce qu'au final, on l'a pas tant dit que ça, même si vous accompagnez, etc. Qu'est-ce qu'une asso peut venir faire en allant sur Hello Asso, sachant je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est gratuit pour toutes les associations, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit. Tout à fait. Ouais, voilà. Je leur dirai, t'inquiète. Au pire, je leur dis. Voilà, on leur dira plein de fois, mais c'est gratuit pour les associations. Comprendre aussi comment ça se passe, vous et moi, c'est cette partie-là, vous gagnez de l'argent en partie grâce aux dons que les gens vont faire sur le site. En totalité. En totalité. Waouh. Donc, et pourquoi ce choix-là, qui est quand même risqué au départ, je trouve, et qui fonctionne. Bref, tu nous diras tout ça. Et après, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu des associations. Alors, pas des 150 000, mais des typologies, parce qu'effectivement, on parle de ça, mais beaucoup de présidents d'associations sont pas tout jeunes. Voilà, et c'est aussi tout cet aspect-là qui est intéressant justement à accompagner. Voilà, encore une fois, je te donne un cadeau de plein de questions d'un coup. Non, mais sur la partie Hello Asso, exactement, qu'est-ce que vous faites globalement, une association qui vient vers vous, à quoi elle peut avoir accès? Yes. Alors, Hello Asso, nous on développe des outils de collecte et de paiement pour les associations. Donc concrètement, sur la plateforme qui est accessible à toutes les assos, elles peuvent s'inscrire et ensuite créer des pages de collecte qui vont répondre à leurs besoins. Donc ça peut être de la collecte de dons, c'est par ça qu'on a commencé. Ouais. Ça peut être de lancer des financements participatifs ou des crowdfunding, donc, qui va être de la collecte ciblée sur un projet. Ça peut être de créer une billetterie en ligne, de pouvoir gérer ses adhésions en ligne, donc d'avoir des formulaires pour recueillir les cotisations, de pouvoir faire de la vente, de pouvoir avoir une page de paiement toute simple, de pouvoir simplement avoir une page pour se faire connaître. Ouais. Donc ça, c'est globalement l'éventail des outils numériques qu'on propose aujourd'hui. C'est pas exhaustif. L'objectif, c'est qu'on continue au fur et à mesure que les associations nous apportent des besoins. Là, notamment, on travaille beaucoup sur des projets de tombola. On a beaucoup de tombola qui s'organisent sur Hello Asso. Ouais. Donc, au fur et à mesure des besoins qui remontent des associations, on tâche de développer des outils numériques qui vont être adaptés et qui vont toujours avoir pour finalité de permettre à l'association de fédérer des personnes autour d'elle. Donc, soit des participants à l'événement, soit des adhérents, soit des personnes qui vont financer. Mais en tout cas, on est très axé entre le lien que peut avoir l'association avec son public au sens large. Le modèle économique est effectivement un petit peu particulier, puisque donc il n'y a pas de frais d'inscription pour l'association, on ne prend pas de commission sur tous les paiements. Donc si demain tu donnes 100 € à une association sur Hello Asso, c'est 100 € qui sont reversés à l'association. Au moment où tu vas faire ton don à l'association, on va te proposer de laisser, si tu le souhaites, en plus, une contribution volontaire pour Hello Asso. Donc c'est là notre unique source de revenus. Tu vas pouvoir dire bah oui je veux, je vais laisser tant, ou tu vas pouvoir dire bah non j'ai pas envie de laisser pour Hello Asso. Aujourd'hui on a à peu près 6 personnes sur 10 qui choisissent de laisser une contribution volontaire en plus pour financer Hello Asso. C'est notre unique source de revenus. Donc on se rémunère uniquement sur les dons. Donc c'est toujours un petit peu étonnant effectivement. En fait c'est un modèle qu'on a mis en place depuis le début. Ça nous a été inspiré des États-Unis, mais initialement on l'avait appelé pourboire. Donc vraiment c'était un financement au pourboire pour dire rajouter quelques euros en plus à l'issue de votre paiement au profit d'une asso. Mais quand on s'est lancé en France, personne nous a dit mais on n'a pas du tout la même culture du pourboire que les Américains. On n'a pas non plus la même culture de la philanthropie. Les Françaises et les Français sont des radins, ils vont rien vous laisser. Et en fait on avait une phrase un peu qui tournait en tête qui était quand on parle au meilleur des gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et qui nous a toujours assez guidés. C'est un de mes associés qui avait dit ça. Et donc en fait nous on explique de manière très transparente dans le parcours de paiement pourquoi le paiement en ligne a un coût, puisqu'il y a des frais de transaction inhérents en fait à tout paiement sur Internet. Pourquoi développer une plateforme, ça a un coût. Pourquoi accompagner les associations, ça a un coût. Et pourquoi tout ça, ça mérite d'être soutenu. Et on se rend compte que plus on est transparent dans l'explication, plus les personnes vont ensuite laisser une contribution volontaire aussi pour Hello Asso. Aujourd'hui, c'est un modèle qui nous permet d'être à l'équilibre, donc de financer tous les outils informatiques, les frais de transaction liés au paiement,
l'équipe, l'accompagnement, tout ce qu'on peut mettre en place. Et tout ce qu'on fait par ailleurs est entièrement gratuit et accessible aux associations. Et c'est un point qui est vraiment très clé pour nous dans le développement et qui est d'ailleurs le propre de beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire ou d'entrepreneuriat social. Je dirais même au-delà d'un univers web. L'enjeu, c'est de réfléchir à quel modèle économique va permettre de rendre mon service accessible aux personnes que je vise et dont j'ai envie qu'elles soient bénéficiaires. Et c'est vrai que pour les associations, ne serait-ce que... elles n'ont pas beaucoup de ressources financières et surtout, elles ne sont pas du tout, enclins à pouvoir les utiliser pour... elles ont envie de les consacrer à leur mission, quoi. Elles n'ont pas envie de les consacrer à des outils qu'elles peuvent utiliser par ailleurs. Donc pour nous, c'était assez structurant que le service puisse être accessible à toutes, y compris les toutes petites assos. Ouais. Voilà. Et après, comme je le disais, c'est un modèle de flux aujourd'hui et de volume. Aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 400 millions d'euros pour les associations. Donc même si la contribution volontaire est une toute petite partie en supplément de ça, par le volume, ça suffit pour nous rémunérer. Ouais. Et donc après sur la partie association, typologie. Ouais, sur la partie association, alors typologie d'association, mais c'est un régal en fait, parce qu'il y a une telle diversité d'assos. Donc concrètement, sur le secteur associatif et d'un point de vue assez macro, il faut savoir qu'un tiers des associations sont des associations sportives. Donc on a en France, je dirais, tout le sport amateur est majoritairement facilités par des structures associatives. Donc, qui vont être fédérés au sein des grandes fédérations, notamment pour tous les sports de compétition olympique. Sinon, qui peuvent être des associations, par exemple, qui vont faire du yoga, ou sur des sports un peu plus loisirs. Un tiers des associations sont des associations culturelles. Okay. Donc, on va retrouver là les producteurs de culture. Donc, ça va être les compagnies de danse, les compagnies de théâtre, les groupes de musique qui se structurent en association. Et ensuite, c'est cette association qui va chercher à tourner, à proposer ses spectacles, ses représentations au sein de structures de diffusion. On a également des lieux culturels qui sont sous forme association. Donc ça peut être des théâtres, ça peut être des salles de concert, ça peut être des lieux un petit peu hybrides, des tiers-lieux, etc., qui sont en secteur associatif. Et on a également là-dedans tous les acteurs qui vont faire de la formation. Donc qui vont faire aussi les cours. Et généralement, c'est des associations qui sont un peu hybrides, qui peuvent avoir une compagnie pro et qui par ailleurs font des cours amateurs, qui souvent permet de trouver aussi un équilibre économique dans ces structures-là. Mais en tout cas, et après, il y a aussi tout, l'événementiel, les festivals, notamment, qui vont produire ensuite un certain nombre d'artistes et de structures, sont aussi des structures associatives. Donc, dans la culture, il y a au sein même de cette vaste catégorie beaucoup de structures très différentes. Et ensuite, le dernier tiers du secteur asso est un peu plus éclectique, dans lequel on va retrouver des associations d'action sociale humanitaire. Qui vont être là, toutes les associations qui viennent en aide aussi bien aux personnes en situation de précarité en France qu'à l'international. Défense des causes, des droits, des intérêts, défense de l'environnement, et aussi une représentation là-dedans assez forte. Et après, on a aussi des associations qui sont plutôt des associations de regroupement, type soit des regroupements professionnels, donc par exemple une association de kinés, soit des regroupements très territoriaux, les associations de voisins, donc de quartiers qui veulent entretenir un jardin partagé, qui veulent défendre un projet d'urbanisation différent, qui veulent sauvegarder une forêt. Donc là-dedans, c'est beaucoup de petites associations qui parfois ont une durée de vie éphémère, mais qui vont permettre pendant le temps de la défense de ce projet ou de la mise en place d'une activité, de pouvoir fédérer plus largement des personnes autour d'un objet social et d'un objectif commun. On voit aujourd'hui qu'il y a, effectivement, tu le disais, dans le public associatif et notamment les dirigeants d'associations, les présidentes et présidents ont plutôt une moyenne d'âge autour de 60 ans. Donc
parce que c'est là aussi où il y a du temps pour la vie associative. Je le disais, il y a un temps fort de la vie associative qui est la vie étudiante, et le deuxième temps fort, c'est bien évidemment à la retraite. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a aussi une émergence de toute une nouvelle génération d'associations qui viennent de mouvements qui peuvent être de mouvements assez spontanés d'engagement, qui peuvent naître sur les réseaux sociaux, qui peuvent naître dans des groupes Facebook un peu d'entraide. Il y a aujourd'hui beaucoup de communautés, je pense notamment à Wanted Community là, qui est à Bordeaux et lancée par des Bordelais, mais il y en a plein d'autres où en fait il y a des personnes qui vont pouvoir entrer en contact sur les réseaux sociaux, commencer à mettre en place une initiative très spontanée et qui au bout d'un moment pour la faire durer dans le temps vont créer une association. Et c'est vrai que je pense que la structure associative elle est vraiment très utile pour justement pérenniser en fait un engagement, pérenniser un engagement qui peut être très spontané, parce que ça permet au bout d'un moment de se poser autour d'une table et de se dire ok, en fait l'objet social sur lequel on va continuer à tous œuvrer ensemble, c'est celui-là, on est tous au clair. Ok, comment on va s'organiser pour le faire, ça va être comme ça. Et en fait une fois que ça s'est posé, ça permet vraiment de pouvoir aussi faire rayonner l'initiative, d'intégrer d'autres personnes. Et sinon au bout d'un moment, ça devient un peu le bordel, sans passer par cette étape-là. Et donc, moi, je vois beaucoup de mouvements assez spontanés qui, à un moment, vont choisir de structurer en asso. Et en plus, c'est hyper facile de créer une association. Et simplement, il faut rédiger ce doc, ces statuts. On peut se dire, tiens, c'est une pure formalité, ça sert à rien. Mais en fait, ça sert beaucoup parce que c'est ça qui va permettre au projet de grandir, à des personnes de le rejoindre. Et que tout le monde... sache aussi qu'est-ce que c'est pas. Et en fait moi c'est ce que j'adore dans la vie associative, je te disais, je suis assez engagée dans la Fondation des femmes, je suis aussi administratrice d'une asso de théâtre et de danse à Bordeaux. Et en fait c'est cette capacité de pouvoir se dire on se rassemble, on s'unit à plusieurs, on n'est pas là dans un intérêt individuel. En fait on est tous là pour quelque chose qui dépasse un petit peu le bout de notre nez, qui est une cause, qui est un projet, qui est une activité, et en fait on va mettre notre énergie là-dedans bénévolement juste pour faire avancer le truc ensemble. Et quand on est en capacité ensuite et même là je suis en train de monter une asso avec mes voisins aussi pour organiser des soirées culturelles parce que ça nous a beaucoup manqué, et en fait moi je trouve ça fascinant en fait, cette capacité de faire ensemble et de le faire de manière complètement désintéressée, qui n'est pas désintéressé d'ailleurs, qui est désintéressé d'un point de vue financier, mais après où en fait tout le monde va aussi humainement y trouver un intérêt, et de par ce qu'on va faire ensemble aussi. Là, nous, si on s'organise pour faire des soirées culturelles, c'est qu'on en a tous envie. Ça va nous plaire, mais ouais, donc voilà, je trouve ça assez fascinant. Ouais, totalement. Et aussi, juste ça représente combien d'emplois, le secteur associatif? Parce que c'est quand même énorme. Est-ce que là, tu as des chiffres en tête? C'est pas loin de 10% de l'emploi salarié privé. Okay. Donc j'ai peur de te dire une bêtise sur le chiffre exact. Mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est énorme, mais il faut savoir, après, c'est un acteur en fait et employeur qui est hyper important, le secteur asso, et d'un point de vue économique aussi, parce que c'est 3,5% du PIB. Donc c'est plus que l'agriculture et l'agroalimentaire réunis. C'est juste énorme. Donc c'est très méconnu, et d'où je dirais la nécessité de valoriser en fait ces acteurs-là. Et c'est vrai que moi je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire pour favoriser l'emploi dans les associations, parce que aujourd'hui seuls 10% des associations sont employeuses, donc 90% des associations fonctionnent qu'avec du bénévolat. Or elle ne manque pas d'activité. Et parfois, pour que le projet se développe, le bénévolat, ça fonctionne très bien, mais il faut aussi parfois des permanents, ne serait-ce que pour synchroniser en fait, et coordonner tous ces bénévoles. Et c'est vrai que là-dessus, le mouvement associatif notamment plaide beaucoup pour qu'il puisse exister des contrats spécifiques pour les associations. Pendant un temps, les associations recouraient assez massivement aux emplois aidés, qui ont été supprimés quasiment en totalité malheureusement. Mais c'est dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment les jeunes générations, aspirent à donner du sens à leur travail, à ne pas... entre guillemets, perdre leur vie à la gagner, et donc à pouvoir aussi concilier, gérer une activité rémunérée et le fait d'en faire un emploi et un engagement environnemental, social, ou en tout cas de pouvoir avoir un emploi aligné avec les valeurs. Et je pense que les associations peuvent vraiment répondre à ça. Il y a
y a énormément de choses à faire. Il faut savoir quand même, quand on regarde les enjeux actuels et ceux qui sont devant nous, je pense que les associations sont en première ligne sur beaucoup d'entre eux. Et des mesures visant à favoriser l'emploi dans les assos, je pense, permettraient de résoudre des problématiques de l'emploi et par ailleurs de renforcer là aussi les capacités de ces acteurs à faire plus. Clairement. On est bien d'accord. On va parler de la Fondation des femmes aussi, pour voir pourquoi avoir cofondé ça, et est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que vous faites au sein de la Fondation? Ouais, alors là aussi une histoire de rencontre. En fait, en 2015, moi j'accompagnais, je connaissais pas mal d'assos qui utilisaient l'OASO, et notamment j'en accompagnais une particulièrement qui était une association féministe. Et il y avait à sa tête Anne-Cécile Meffer qui me dit tiens, ça tombe bien qu'on s'est en ligne, je voulais te parler d'un truc. Il y a un gros problème de financement dans le domaine des droits des femmes. Les associations qui œuvrent sur le terrain voient petit à petit ce que je te décrivais, une baisse du financement public, ont énormément de besoins, ne peuvent pas l'adresser. Elles ne sont pas outillées pour faire de la collecte de dons. Ce n'est pas culturellement quelque chose qui est très ancré. Et c'est une cause qui n'est pas représentée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de droits des femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes, tout le monde se dit, en fait, il faut un changement de mentalité, il faut que les hommes arrêtent d'être violents, et ça va venir avec le temps, et petit à petit, en fait, on aura aussi l'égalité professionnelle. Enfin, tout ça, ça va venir, c'est une question de génération, et voilà. Et donc, en fait, nous, le propre de la Fondation des femmes... c'est pas très drôle pour le coup. Ça a été de dire, non, en fait, si on souhaite lutter efficacement contre les violences, si on souhaite accélérer et lutter contre les inégalités aussi entre les femmes et les hommes, il faut qu'on se donne les moyens. Il y a plein d'acteurs qui mettent en place des projets aussi bien de sensibilisation, de prévention, de prise en charge des femmes qui sont victimes de violences, qui œuvrent pour l'égalité pro, etc. Il faut renforcer les moyens d'agir de ces acteurs-là pour qu'on avance plus vite sur le sujet. Et donc on s'est dit, créons une fondation qui va fédérer aussi bien des entreprises, des donatrices, des donateurs, des personnalités. Faisons connaître en fait cet enjeu comme une cause et tâchons d'encourager le don, la philanthropie d'un maximum de personnes pour là aussi renforcer les associations de terrain. Et depuis la création de la fondation, on a collecté pas loin de 5 millions d'euros. Qui ont été... Ça a été lancé en quelle année, pardon, la fondation? En 2015. Okay. Donc on va fêter les 5 ans cette année, et dont 4 millions d'euros l'année dernière. Donc, du coup, je pense qu'on a un peu plus de 5 même maintenant. Et on a mené plein d'événements, aussi bien pour sensibiliser sur ce sujet-là. Notamment, on organise des courses solidaires en relais, donc qui s'appelle la Nuit des relais, qu'on a pu faire à Bordeaux, à Darwin, qui sont des événements aussi très festifs et qui permettent de lever des fonds pour des associations locales, en l'occurrence là de Nouvelle-Aquitaine. À travers divers événements, on essaie de collecter de l'argent. Et par ailleurs, on a toute une force juridique. Donc, ce sont des avocats, des avocates qui interviennent en pro bono auprès des associations pour là aussi renforcer les moyens des associations. Et dans le cadre de contentieux assez stratégiques pour essayer d'obtenir la jurisprudence, parce qu'aujourd'hui, il y a un socle, législatif qui est assez... protecteur des droits des femmes, mais néanmoins il y a assez peu de décisions de justice qui viennent aussi entériner cela et que c'est compliqué de traduire cela en fait. Donc on essaye d'œuvrer sur le sujet. Ok, bravo et merci. Il y a encore plein de sujets que je pourrais aborder en fait. La Tech for Good aussi, t'es hyper investi là-dedans. En fait, s'il y avait une question en tête, t'es hyper investi dans beaucoup de choses pour le coup. Et comment tu le vis tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est une mission en fait que t'as, je trouve, dans la façon de, déjà avec Helloasso, mais après d'accompagner les femmes, les associations et tout le monde au final. Et ça fait une belle mission de vie tout ça quand même. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Ouais, c'est effectivement, c'est ce que tu dis. Il y a un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. Tu vois, donc le croisement entre ce qu'on sait faire, ce qui est bon pour la société, ce qui nous passionne et
et ce pourquoi on peut être rémunéré. Et en fait, le croisement de tout ça constitue effectivement cette Ikigai. Et moi, je considère que c'est une très, très grande chance d'avoir trouvé ça. Parce que, effectivement, j'ai l'impression je suis très passionnée par ce que je fais, très engagée. J'ai pas l'impression de travailler une seule journée, quoi. Donc, après, c'est aussi un rythme de vie qui est très dense. Après, moi, qui me va bien. Et quelque part, j'ai toujours été assez hyperactive et qui me nourrit en fait énormément aussi. C'est-à-dire que oui, je m'engage, mais c'est aussi parce que je reçois énormément, j'apprends plein de choses, je rencontre plein de gens incroyables qui me donnent aussi cette énergie. Donc après, voilà, à mon échelle, je fais un peu ce rôle de passeur de relais, de message, mais c'est aussi quelque chose dont j'ai besoin, qui me nourrit vachement. Ouais, carrément. On n'a pas parlé des universités d'été ? Non, et d'ailleurs, dont on... Peut-être rapidement, dont on n'a pas pu faire donc, la dernière édition, qui vont peut-être se réinventer là, cette année sous un autre format. Mais effectivement, on avait pris pour nous, c'est très important que le numérique reste au service de la vie réelle. Donc vraiment, on plaide après pour... l'année qu'on vient de passer, encore. Voilà, et je pense qu'on s'est rendu compte, en fait, dans l'année qui vient de passer, à quel point, en fait, les relations humaines sont précieuses. Et je pense que ça ne fait que renforcer aussi la pertinence des associations. On l'a vu au moment du premier confinement, en fait, les liens qu'on a pu avoir, ne serait-ce qu'avec nos voisins. Je pense que beaucoup de personnes ont découvert aussi un peu plus leur quartier, en fait, à quel point ce sont des réseaux de résilience. Et de se dire, en fait, là, on voit, quand les temps sont durs, on va proposer de faire les courses pour la personne âgée à côté, on va rencontrer nos voisins, avoir des interactions avec eux et de se rendre compte à quel point on en a besoin, en fait. Et là, je pense, on en parlait avant de commencer, on a été privé de toute activité culturelle, sportive, sociale, festive, depuis des années. En fait, c'est essentiel. On voit, ne serait-ce que pour le bien-être de chacun, pour la santé mentale, et aussi parce que je pense que pour beaucoup... ça crée un lien quand il n'y en a pas d'autres, où il y a beaucoup d'associations qui sont aussi dans cette logique d'inclusion et d'accueillir des personnes qui vont être en situation de solitude. Et il y a une étude de la Fondation de France qui, chaque année, me glace un petit peu, qui est qu'il y a 1 personne sur 10 en France qui a moins de 3 conversations par an. En fait, les chiffres de la solitude, ils sont hallucinants. Donc, majoritairement chez des personnes âgées. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont hyper isolées. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve très, très triste et je trouve qui ne rend pas justice à l'image que je me fais de notre société. En tout cas, c'est vrai qu'on avait fait un des thèmes justement des universités d'été avait été une année faire société, qui me paraît une belle ambition et un programme en tout cas auquel j'ai envie de dédier de l'énergie, parce que je pense que on ne peut pas, en tout cas moi je ne peux pas me dire tout va bien en sachant ça et en sachant que j'ai des voisins ou des personnes pas loin de moi qui vivent ces situations-là. Et d'où et je pense que les assos là-dedans ont un rôle qui est absolument structurant. Et en fait, il y a plein d'associations qui vont imaginer des activités qui n'ont au final qui ne sont que prétexte et dont la finalité est juste de créer du lien. Et je pense que ce lien, il est structurant et essentiel. Clairement. Effectivement, c'est un chiffre glaçant, c'est le terme. Ça m'a bien calmé. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça ? T'as parlé de ton Ikigai un peu, mais qu'est-ce qui t'anime ? Ouais, je pense que je viens de te le dire un petit peu. Non, mais non, vas-y, sinon je réponds encore aux questions à la place des gens. Non, ce qui m'anime, je dirais, il y a... en fait, c'est plutôt de me dire, je ne pourrais pas faire autre chose. Quelque part, il y a quelque chose qui, en quelque sorte, qui s'impose à moi et qui est lié à, je viens de te dire, étant sensibilisée aux inégalités, à gérer une diversité de problématiques sociales, étant aujourd'hui aussi très fortement conscient du péril climatique dans lequel on s'est engagé, de
de voir en fait ce qui nous attend, je me dis en fait comment je peux faire autre chose de mes journées. En fait, c'est là où j'ai envie de consacrer mon temps. Donc, je dirais, ce qui m'anime, il y a cette nécessité de me sentir utile. De me dire aussi que je suis au bon endroit, c'est-à-dire que à des moments j'aspire aussi à plus de terrain entre guillemets, et à la fois je me dis bon, en même temps là je fais quelque chose que je sais faire, que d'autres peut-être, d'essayer de me mettre à l'endroit où je peux avoir le plus d'impact. Et donc je suis attentive à ça. Et puis après, moi aussi, ce qui m'anime et ce qui me nourrit, c'est le faire ensemble. Et en fait, ce que je te disais, cette aventure collective qu'on vit, l'équipe, ce qu'on est en capacité de fabriquer ensemble, en fait, ça, je trouve ça assez extraordinaire et très enrichissant. Et c'est aussi là des liens qui sont hyper forts, en fait, et qui sont très structurants. Et en fait, de partager des valeurs, une mission, un quotidien aussi avec une équipe, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Carrément. Et on n'en a pas beaucoup parlé pour le coup, un petit peu quand même, mais c'est le fait que les associations, c'est incroyable. Elles sont capables de se débrouiller, en fait. Et il y a une énergie que je trouve incroyable dans les associations, en fait. On l'a un peu abordé globalement, mais Système D et la créativité des gens dans le secteur associatif, et donc pas que, mais ça prouve à quel point tout le monde est hyper créatif pour se débrouiller, pour... le système D, c'est exactement ça. Quoi. Complètement. Ça a été un peu théorisé, ce que les gens pouvaient appeler l'innovation frugale. Se dire, quand on agit avec contrainte, c'est imaginer d'autres façons de faire. Et là-dessus, clairement, les associations sont les championnes. C'est clair. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui auront envie d'entreprendre d'une manière ou d'une autre? En tout cas, ils ont la petite voix qui leur parle dans la tête, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire de partir de leur passion, partir du problème qu'ils veulent résoudre. Il y a une phrase, et s'ils veulent entreprendre dans le numérique, il y a une phrase que j'aime beaucoup, là aussi en anglais, qui dit « Tech is the answer, but what is the question ?» qui illustre bien que en fait je pense le point de départ ça doit être une question. Moi je dirais un peu plus loin parce que je dirais que ça doit être aujourd'hui un problème en fait, qu'il y a tellement d'enjeux, et de se dire en fait partez d'un problème, d'une question, d'un enjeu, et ensuite réfléchissez à la réponse et pas l'inverse. Léa, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci Théo, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'adore la façon de fonctionner de Léa et de ses équipes dans ce système collaboratif. J'espère que comme moi, vous avez appris énormément de choses dans cet épisode dans lequel l'importance du collectif est mise en valeur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et pourquoi pas en terrasse, et prenez soin de vous.